Bah, il m'a proposé 1 kilo d'héroïne. Et en fait, non, pas du tout. Donc je ferai du stand-up. Et Exactement. la transition est très logique bah oui, dans bien le sûr. raisonnement. En fait, j'ai pris des champis et j'ai eu une révélation. Non, en gros, j'avais donc 15 ans, j'avais harcelé Émilie Kindini, si j'ai le droit de dire son nom, je lui ai demandé, qui était une attachée de presse à l'époque, qui est productrice maintenant. Et je lui avais écrit, mais je pense, 72 mails Ah ouais. pour demander d'être son stagiaire, en fait, pour mon stage de 3e. Et donc, au moment, elle a accepté ce stage et j'ai été stagiaire d'elle pendant une semaine ou deux. En partant, j'ai volé tout leur carnet de contact. Panayotis, bonjour. Oh, il y a un plan chalet. C'est vraiment en mode cosy. Hein. Il y a un plan Chamonix. Cocooning, comme on dit. Exactement. Ouh, Comme là. disent les jeunes. Ça me donne envie de maroufler. Même les bougies, on en a vu jusqu'au bout. J'en ai une derrière moi, on en a une ici. Non, il y a un camion C'est pas sorcier, tout est magnifique. J'ai l'impression que t'as recréé mon enfance, quoi. Il y a une petite. Tu disais peut-être l'Express, je sais pas. Il y a un truc de sociopathe, tu m'as invité dans un truc, tu sais, que des trucs de ma vie. Tu te retournes et tu découvres ton passé. Ouais, exactement. Je dis quoi? Il y a une photo de ma tante et tout, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je suis tout nu. Quoi? Qu'est-ce qui s'est allé si vite? Je comprends pas. Ici. Non, en vrai, mis à part ça, j'avoue, c'est pas sorcier. Tu lisais peut-être l'Express ou peut-être pas, parce que y a l'Express. Non, j'avais pas de clivage politique aussitôt. Pas vraiment de ça, et puis d'autres choses, les merveilles du monde. Voilà, petit décor, et pour échanger ensemble pendant une grosse demi-heure. Là, tu vas bien? Ça va bien installé? Franchement, ça va très bien installé. Très dangereux, comme je te préviens. Ouais, bah c'est sûr, dans 5 minutes, faut me parler un peu fort pour que je continue à être à fond dedans. Taper des mains d'un coup et faire un clap pour que tu puisses te réveiller. Très bien. Pour te présenter un peu, pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas, on t'a connu au tout début. Beaucoup t'ont connu avec des micro-trottoirs, notamment dans le Petit Journal, et puis après dans Quotidien. Ouais. Depuis, tu as évolué sur plein d'autres choses, mais on te connaît surtout pour une carrière d'humoriste, dans le stand-up, comme on l'appelle. On va en parler. Le stand-up. Le stand-up. Ouais. On va voir tout ça, avec notamment un spectacle, presque, avec notamment des dates en ce moment. Donc, il y a des dates un peu partout en France. Ouais. Et on va renvoyer vers ton compte Instagram, notamment, où j'ai vu que tu as posté ça tout à l'heure. Mais aussi à Paris, au début du mois de juin. Je sais pas, les gens veulent te voir. Je le dis dès maintenant, j'ai vu ce spectacle-là, et d'un point de vue très objectif, j'ai adoré. Non, mais vraiment, je tiens à le dire, parce que voilà, ça c'est excellent. Et donc j'ai envie de vraiment tout le monde à le voir. Ça fait vraiment trop plaisir. Incroyable. Merci beaucoup. Très fort. Et j'ai incité mes parents à aller le voir, et ils ont adoré aussi, ce qui montre que vraiment c'est un truc pour tous les âges, j'ai envie de dire. Pour tous les âges. De 7 à 77 ans. Alors, s'il y a des enfants de 7 ans dans la salle, je ne vais pas être heureux, mais je vais dire de 20 à 77 ans. Ouais. Ça encadre un peu plus. De 20 à 99. Parfait. Parce que j'aimerais avoir vraiment des très très vieux. On sait jamais. Comme la nonne là, qui est la doyenne de. J'adorerais qu'elle soit là au spectacle. Qu'est-ce qu'il ferait, tu vois? Qu'elle aille écouter. Très basé sur l'audio, quoi. Bon, on va revenir du coup sur les points de bascule de ta. J'aime pas dire ta carrière, mais juste de ce que tu as eu l'occasion de faire ces dernières années. Ouais. L'idée, c'est pas de faire un truc en mode waouh, t'as réussi à faire tout ça, c'est incroyable, mais juste de comprendre ce qui fait que tu es là où tu es aujourd'hui. Ouais. Et c'est toujours des enseignements qui peuvent être intéressants, déjà pour mieux comprendre le milieu dans lequel tu es aujourd'hui, qui est parfois un peu méconnu, même s'il y a eu, voilà, dans le domaine du stand-up, tu as eu un truc comme Drôle sur Netflix qui a peut-être donné un peu à certains un aperçu de ce que ça peut être une carrière dans ce milieu-là. Mais plus largement, il y a des enseignements, je pense, qui sont intéressants pour tout le monde. Et donc, on va revenir sur ces points de bascule qui ont fait que tu es là où tu es aujourd'hui. Avec plaisir dans ce siège magnifique. Évidemment, toujours avec ce grand confort. En commençant par le premier point de bascule, je voulais qu'on revienne au tout début et en fait à ces copier-coller que tu as pu envoyer à des dizaines ou des centaines de personnes quand tu étais beaucoup plus jeune. Tu devais avoir, je sais pas si c'est 12-13 ans, 12-13 dans ces eaux-là. C'était des messages que tu envoyais à qui et pourquoi faire? En fait, c'était l'avènement de Twitter. Et Twitter, tout le monde le disait. Je me souviens quand on était au collège, c'était genre tu peux parler aux stars, et tu peux écrire à Zidane, il va te répondre, tu vois. Tout le monde disait ça. Et du coup, je m'étais dit, en fait, on avait un groupe avec des potes au collège où on partageait plein de vidéos humoristiques sur une espèce de page Facebook pour tout le collège. Cogitum, le nom. Ouais, putain. Et là, tu me montres un truc. Quoi, bah, il est là, t'arrêtes avec ça, putain. Mais non, et du coup, on avait une page vraiment où on recensait un peu tous les trucs humoristiques parce que ça nous faisait chier vraiment tous les soirs d'aller sur tous les players différents, tu vois, pour aller. Donc on avait une page, on centralisait tout. Et à un moment, je me suis dit, mais vas-y, il faut qu'on contacte les gens qui nous font gaulerie sur Twitter, tu vois, pour leur demander des petits trucs, des machins. Et du coup, j'ai envoyé des messages copier-coller, genre salut, j'ai 12 ans, je fais des interviews, est-ce que ça te tente? Il y en a un qui m'a répondu, c'est Baptiste Lorbert, le premier de 10 minutes à perdre, qui m'a répondu, qui m'a dit vas-y, je réponds à tes questions. Je lui ai envoyé des questions, il m'a dit bah non, gars, viens à Paris en RER et tu me poses tes questions, tu vois. Et j'étais en mode quoi? Paris? Paris la Belle? T'étais où avant? Paris la Noctambule? Avant, j'étais en banlieue dans le 9-1, à Bondoufle.
Très bien. Une ville qui a un nom d'école d'Harry Potter. Big up à tous les habitants qui regardent, peut-être ou peut-être pas. Les Bondouflois, oh, je pense qu'il y a peu Internet. Si vous avez Twitch à Bondoufle, ce qui m'étonne, rien que cette phrase ne fonctionne pas. Coucou les Bondouflois et les Bondoufloises. Et du coup, tu publies cette première interview avec Baptiste Lorbert, qu'on salue au passage. Et au bout d'un mois, plus de 7000 vues sur la vidéo. C'est le buzz. C'est le buzz. Moi, je me souviens, je m'étais dit, mais ça fait genre presque 12 fois mon collège. J'étais comme un ouf. Et du coup, je sais pas, je me suis mis à en interviewer de plus en plus, à les contacter. Et surtout, il y avait des gars que j'interviewais qui me trouvaient un peu bizarres. Tu vois, ils disaient, c'est un gamin de 12-13 ans, il parle chelou, il pose des questions archi précises. Et du coup, ils envoyaient leurs potes. Mais je pense en mode, fais une interview avec ce gars, ça va être bizarre, tu vois. Et du coup, j'ai interviewé plein d'humoristes et j'ai commencé un peu comme ça. Et ça vient d'où ce côté parce qu'on parle quand même de nombreux messages que tu as envoyés pour essayer d'en obtenir. Côté harceleur. Le côté harcèlement, c'est ça? Non, mais en vrai, c'est un truc où, tu vois, moi, je sais que j'avais un site, bref, on s'en fout, mais au collège, où je faisais des interviews, des machins chi, et j'avais aussi ce truc où alors moi, c'était sur Facebook que j'essayais, je sais pas si ça marchait beaucoup mieux, mais je suis retombé sur des messages que j'avais envoyés, par exemple, à un animateur sur Énergie. En mode, je le voulais en interview et j'avais envoyé un vieux message genre salut, est-ce qu'il y a moyen de t'interviewer, je sais pas quoi. Donc ça me parle dans le truc. Mais toi, d'où ça vient ce côté t'as l'impression que t'as encore cette volonté aujourd'hui, le côté un peu je tente et on verra. Moi, je vais un peu au culot. Je le fais tout le temps. Ouais. Je le fais tout le temps pour des trucs même super bizarres. Monter des trucs de com en ce moment ou inviter des gens au spectacle. Franchement, j'ai toujours ce truc de t'as pas le numéro de. Vas-y, j'envoie un texto. Mais des fois, c'est vraiment des trucs. Genre, bonjour Florence Foresti, comment ça va? J'aimerais beaucoup que tu viennes au spectacle. Genre, je tente, tu vois, et parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Mais je crois en fait au côté très humain des gens. Et du coup, je crois que, évidemment, sur un papier, en théorie, ça fonctionne pas. Un gars, il va pas aller prendre 15 minutes de sa journée hyper remplie pour aller être interviewé par un gamin de 12 ans. Mais en fait, quand tu leur parles, ils sont touchés par ton humanité. Je crois vraiment à ce truc. Et je le crois aujourd'hui, mais des fois, c'est même pour des trucs plus gros aujourd'hui, pour des négociations, parfois pour des trucs, et c'est pour des négociations, même des fois sur des gros montants, des gros trucs, j'appelle directement le gars et je dis viens, on se prend un café, on en discute. Et je crois pas trop au truc de la hiérarchie. En fait. Je pense que l'humain prime sur la hiérarchie ou l'ordre naturel des choses. C'est grave intéressant. Et en gros, tu te dis quelqu'un qui a. Enfin, toi, tu as peut-être 12 ans ou 15 ans un peu plus tard quand tu continues à faire ça. Le gars, il a beau être une superstar, ça reste un humain en fait. Ça reste un gars qui peut être touché par un gamin qui dit putain, mais j'adore ton métier, j'aimerais trop comprendre comment on le fait. Je vois pas. À moins que tu sois la pire des merdes, je vois pas comment tu te dis j'en ai rien à foutre. Si tu es en face de la personne et que tu lui expliques et qu'elle voit dans tes yeux que ça pétille, je comprends pas comment ça peut ne pas fonctionner. Et du coup, j'ai un peu ce mantra-là de me dire fonce, au pire tu te prends un vent et c'est pas grave. Et de la même façon, dans l'autre sens, aujourd'hui forcément tu es beaucoup plus visible, tu es suivi, il y a plein de gens qui t'admirent. Tu peux avoir typiquement, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont 12-13 ans, qui veulent faire du stand-up et qui t'admirent pour ce que tu fais. Et qui pourrait être en mode putain, c'est un gars important, donc je vais devoir utiliser des termes, un langage grave soutenu, parce que vous voyez quand je te vois au machin. Et toi, j'imagine que dans ton sens inverse, t'es en mode mais chill, en fait, je reste. Non, humain, moi je leur dis non, je dis vous parlez pas. Pas. Non, mais j'ai fait plein d'interviews justement quand on fait des dates, même en tournée. Très souvent, je demande quand on a des mails, genre de gens qui disent on a vu que tu passes à Niort, j'ai 15 ans, j'aimerais trop faire du stand-up à Niort. Je dis viens au spectacle, je les invite, après je les vois, tu vois. Je trouve ça trop marrant à chaque fois et c'est trop cool et ça, je trouve que c'est un moment de partage qui nous aide tous les deux en fait. Et sur ton parcours en tant que tel, t'es passé de. Parce qu'après, on l'a compris, tu fais du stand-up, mais t'as commencé du coup avec là, ce que tu faisais là, c'était quasiment du journalisme. Et même de fait, tu as commencé en faisant des micro-trottoirs, alors ce qui est à mi-chemin entre un côté humoristique mais aussi un côté journalistique du truc. C'est quelque chose, l'orientation de journaliste, c'est quelque chose que tu pensais faire à un moment, tu l'as délaissé, comment ça se fait? J'ai pensé à un moment, en fait, parce que j'avais du mal à cerner ce que je voulais. Mais en fait, je crois que le plus important, c'est de cerner ce que tu veux pas. Je commence à peine à le cerner dans la vie, mais... Et je voulais poser des questions, j'ai toujours été curieux, mais même encore aujourd'hui, là, pour plein d'autres trucs que je tente artistiquement, j'aime bien rencontrer des gens qui l'ont déjà fait comme un stagiaire, avec l'énergie du stagiaire, d'essayer de comprendre, de poser les questions, d'aller dans les recoins, tu vois, les angles morts de la personne, j'aime bien comprendre tout ça. Et du coup, je croyais que je voulais devenir journaliste, parce que j'avais cette curiosité latente. Et en fait, je crois que je voulais être artiste. Et du coup, je voulais vampiriser les artistes, comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur d'eux, tu vois. Et du coup, voilà, j'ai mis du temps à comprendre, à un moment, en faisant les interviews, de me dire, en fait, j'ai plus envie de me taper des barres avec eux que de poser des questions. Et du coup, j'ai tenté un peu de l'autre côté. Et à la télévision, effectivement, c'était
des trucs humoristiques dans la rue, donc j'allais au contact des gens, il y avait un côté... Et t'as l'impression qu'il y a eu un déclic qui t'a fait passer de l'un à l'autre. Je crois qu'il y a une anecdote avec Gérard Depardieu notamment, qui a, dans un échange ou un truc qui te fait pas switcher, mais qui peut jouer là-dessus. Ouais. Bah, il m'a proposé 1 kilo d'héroïne. Et en fait, non, pas du tout. Il a fait, donc je ferai du stand-up. Et la transition est très logique oui, dans le raisonnement. En fait, j'ai pris des champis et j'ai eu une révélation. Non, en gros, j'avais donc 15 ans, j'avais harcelé Émilie Kinini, si j'ai le droit de dire son nom, je lui ai demandé, qui était une attachée de presse à l'époque, qui est productrice maintenant. Et je lui avais écrit, mais je pense, 72 mails pour demander d'être son stagiaire, en fait, pour mon stage de 3e. Et elle m'avait pas répondu, tu vois, parce qu'elle était occupée à autre chose. Et d'ailleurs, petit conseil, si vous voulez contacter les gens, il faut aller dans les mentions légales sur les sites. Parce que tout le monde est obligé de mettre le numéro d'accueil de standard. Et donc, du coup, à chaque fois, j'appelais, je disais, passez-moi Émilie, comme si j'étais pressé. Les gens stressent, ils te la passent. Et après, je dis, oui, bonjour Émilie, je vous ai envoyé des mails. Et donc, au moment, elle a accepté ce stage. Et j'ai été stagiaire d'elle pendant 1 semaine ou 2. En partant, j'ai volé tout leur carnet de contact. Yes. Donc, encore aujourd'hui, dans mon portable, j'ai des numéros, mais de gens, de Zidane à Booba, en passant par... D'ailleurs, le numéro de Booba, parfois, je suis bourré avec des potes en soirée. Et quand il y en a un qui m'énerve, je crée un groupe WhatsApp avec nous deux et Booba. Et il se stresse, il est en mode non, ok, je retire ce que j'ai dit. Mais du coup, j'avais plein de numéros et j'appelle Depardieu, mais à 15 ans, un jour, je me souviens à ma mère qui préparait des lentilles pour le repas. Et je suis là et je tente, tu vois, mais je me dis, bon, il va jamais répondre. Et il répond, tu vois. Et je dis, bonjour, ça va et tout. Il dit, oui, c'est qui c'est quoi? Et je dis, bah non, mais je fais des petites interviews, j'ai 15 ans, je comprends pas, articule. Et je dis, ah, ok, bah. Et je lui explique, quoi. Il me dit, tu veux devenir journaliste, mais c'est vraiment un métier de con. Il me dit, tu veux faire quoi d'autre dans la vie sinon? Et je dis, bah, architecte. Et il m'a dit, bah, renseigne-toi sur. Et il m'a donné, genre, pendant 10 minutes, des noms d'artistes architectes japonais. Okay. Et il m'a dit, on se rappelle demain, tu regardes dans la nuit et on en parle. Et le lendemain, je le rappelle et on a discuté, genre, 15-20 minutes d'architecture. Incroyable. Et à la fin, il m'a dit, tu vois, ça se voit que tu veux être un artiste. Et après, il m'a dit, si tu veux faire du beau, fais du beau. Et nous fais pas chier. On aurait dit, nous casse pas les couilles, mais je voulais prendre un petit peu de. Et il a raccroché, quoi. Et après, je me suis dit, bah vas-y, let's go. Mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que parfois, au culot, tu peux finir par avoir des échanges assez improbables et cool, quoi. Très fort, très fort, l'anecdote de Gérard Depardieu. Et du coup, orientation progressive vers le stand-up, ou en tout cas l'humour, les blagues, hein, évidemment. Tout ce qui est très drôle, avec notamment des choses sur les réseaux sociaux. Mais il y avait un truc, mais ça date de je sais pas quand, c'est l'époque Vine. Donc Vine, c'est, je ne saurais même pas dire quelle année. Je sais même pas quelle année. Bon, bref, mais longtemps. Je crois que j'avais genre 14-15 ans. Donc 2014, ça devait être je crois. Ouais, ça devait être un truc dans le genre. Et en gros, toi, il y a un truc notamment qui t'a un peu fait connaître là aussi, mais plus en ligne. Tu as eu un Vine qui s'est retrouvé, mais moi, je sais pas pourquoi j'avais vu plein de fois, mais c'est le principe d'un Vine, forcément, il tourne en boucle. Mais il avait tourné même aux États-Unis, etc. C'est celui, je sais pas si on va pouvoir l'afficher à l'écran ou le montrer, mais le Vine, je sais pas s'il va s'afficher, donc pas besoin de regarder la caméra, ça se trouve. Et attention, je sais pas s'il va être là. C'est où? Là? C'est derrière, c'est sur un des tableaux qui s'affiche sur une télé se révèle. Et non, et en l'occurrence, bon bref, c'est une vanne dans le métro, enfin bref, on mettra le lien. Ah, c'est le Vine de Freddy? Le Vine de Freddy Gageux, exactement. Les pickpockets. Avec Freddy Gageux. Ah oui. Comment est-ce que c'est la première fois que tu as un contenu, un truc qui vraiment explose comme ça? Mais après, c'est le Vine de Freddy, mais ouais, je sais pas. En fait, ce qui était très marrant, c'était déjà. Moi, j'adore l'énergie de potes. Et bah là, d'ailleurs, cette année, je suis beaucoup en tournée et c'est un peu frustrant parce que souvent le week-end, je suis en tournée et en semaine, le soir, je suis à Paris en train de jouer, tu vois. Donc, c'est plus dur de concrétiser des amitiés ou de voir des potes. Mais j'adorais cette époque-là pour l'énergie. On était entre potes, on passait 2 jours ensemble et on faisait du contenu de partout sans trop réfléchir, tu vois. Et d'un seul coup, c'était très marrant de faire une blague avec des potes. En l'occurrence, c'était Freddy qui a dit venez, on fait un truc, j'ai une idée et tout. Et genre de voir les stats, les chiffres s'envoler, de voir des gens l'arrêter dans la rue ou nous arrêter dans la rue, on ne t'es pas le gars du Vine ou je sais pas quoi, de voir que c'était diffusé sur CNN. Plus de 100 millions de vues. Ça n'avait aucun sens. C'est légèrement beaucoup. On peut le mettre pour ceux qui écouteront en podcast, désolé d'avance parce que ce sera très peu compréhensible, mais je vous invite à le voir. On peut faire une audio-description si vous voulez. On peut faire une audio-description. On va juste le mettre, ça dure 7 secondes. Le principe d'un Vine. Et ouais, putain, la même coupe de cheveux, hein, par contre, hein, le gars ne bouge pas. Changement capillaire. Ouais. Et c'était genre, quand les pickpockets malins, quoi. Ouais. Et ça fait. Donc là, on voit Freddy Gladieux. C'est qui les autres? T'as Anis Rally derrière et t'as Salif Sisté, qui aujourd'hui était à Cannes Série pour une série.
il était nommé aussi au César. Incroyable. Il était prénommé au César pour les meilleurs espoirs. T'as Anis Rali que vous connaissez. T'as Freddy qui a écrit sur la nouvelle saison de Cohen Le Flambeau. C'est charmé, tu vois. Très fort. Et on était vraiment juste des potes dans un appart à se taper des barres. Je trouve ça trop marrant. Et tous sont ultra bien évolués, donc c'est assez je trouve ça trop marrant. À voir. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que toi, à ce moment-là, t'as genre 14-15 ans. Ouais. Eux, ils ont dans les 25 ans, peut-être. Ouais, et c'était légal. C'était légal. Ouais. Non, mais en vrai, c'est ouf en termes d'amitié d'avoir un truc avec 10 ans d'écart. En tout cas, c'est pas commun. Ouais. Toi, ça a toujours été le cas. Comment est-ce que tu l'expliques? Je sais pas comment l'expliquer. J'ai toujours eu envie. Est-ce que c'est les potes avec qui t'étais qui étaient ultra immatures ou est-ce que c'est toi qui. Qu'est-ce que je pense que c'est un mix des deux. En vrai. Non, mais encore aujourd'hui, mes meilleurs potes, ils sont très âgés en fait. Ouais. J'ai longtemps entraîné avec eux. Effectivement, on avait une dizaine, voire une quinzaine d'années d'écart. J'ai été très longtemps aussi avec Farid. On travaille toujours ensemble. On travaille ensemble sur le spectacle et on a même été en coloc pendant un moment. Et Farid, il a la trentaine aujourd'hui. Ouais. Avec DC's aussi que vous avez reçu, ouais. on a vécu ensemble et et il a 40, plus de 40 ans. J'ai une pote qui a 50 ans. Je ne sais pas pourquoi, j'avoue. Ouais. Mais je crois que c'est le côté stagiaire, en fait. À un moment, j'ai hâte de voir le moment où dans ma vie, je vais basculer peut-être de l'autre côté. Mais là, j'ai ce truc stagiaire j'aime trop les gens qui ont vécu des trucs et j'ai trop envie de comprendre, tu vois. Et en fait, naissent de là des amitiés assez c'est le côté stagiaire assez simple, en fait. Petit frère, grand frère du truc aussi. Ouais, j'aime bien ce truc, en fait. Et du coup, c'est vrai que j'ai moins de potes de mon âge. Ouais. Mais que j'ai avec je pense qu'il y a un pote en commun, mais Cyrus Nord, je fais le même truc de genre. Il a 7-8 ans de plus et c'est un de mes meilleurs potes. Et il y a ce truc où clairement, il m'a appris sur des trucs et c'est grave intéressant. Moi, j'aime trop ce truc, ouais. Deuxième point de bascule, si on avance, on est qu'au premier, donc on va essayer quand même d'avancer. Allez, vas-y. Hein. On va voir combien on peut en faire, mais c'est justement un coup de projecteur, une avancée majeure qui, là, en l'occurrence, t'a fait beaucoup connaître. C'était ton arrivée sur le petit journal et puis après sur Quotidien. Tu passes de contenu que tu faisais en gros en ligne sur Vine et de choses que tu faisais par-ci par-là à quelque chose en télé, où forcément c'est un écho particulier, c'est quelque chose de plus gros. Alors qu'en parallèle, tu avais toujours tes études, tu étais encore au lycée. Ouais. Comment ça s'organise? Déjà, comment se fait le choix de le faire ou non, d'aller rejoindre comme ça la télé? Est-ce que c'était genre une évidence, c'était en mode c'est sûr, je suis obligé de dire oui à l'époque? Et après, comment est-ce que tu as vécu cette cohabitation de deux trucs comme ça? Écoute, ça s'est fait sur casting. Donc en fait, il y avait vraiment, ils recherchaient un nouveau chroniqueur ou une nouvelle chroniqueuse et il y a eu un casting. Et je me souviens, il y avait vraiment plein de gens et je sais pas pourquoi ils m'ont pris, mais j'y arrivais pas trop à y croire, je t'avoue. Ouais. Et du coup, moi, c'était vraiment une de mes émissions préférées. Et j'avais un petit bracelet que, d'ailleurs, c'est marrant, j'ai arrêté depuis une petite année parce qu'il y a eu la bonne règle du Covid qui dit qu'en fait, tu peux pas faire de plan dans ta vie, mais j'avais depuis petit une espèce de bracelet et j'écrivais derrière mes ambitions pour les 5 ans à venir, tu vois. Okay. Et je m'étais écrit quand j'étais très jeune, mais genre à mes 15 ans, genre j'aimerais trop être au petit journal, tu vois. Et du coup, à 17 ans, j'ai réussi le casting, je comprenais pas, tu vois. Vraiment, mon cerveau comprenait pas le truc. Et du coup, c'était assez marrant parce que mon père, lui, était en mode vas-y, je m'en fous, tu peux même arrêter le lycée, tu vois. Et ma mère était en mode non, c'est pas possible. Au final, on a trouvé l'entre-deux et j'ai réussi à aménager mes cours. Et j'avais un chauffeur qui m'attendait à la sortie pour aller, parce que je passais mon bac S en même temps en banlieue, dans le 91. Et du coup, franchement, je n'ai rien vécu concrètement de cette année, tellement ça allait vite en fait. Et t'as enchaîné entre les trucs. Il y avait des trucs qui n'avaient aucun sens. Et genre, il y a le matin, je me souviens, j'ai couvert le défilé Chanel. J'ai interviewé des Cara Delevingne, des Anna Wintour, des Karl Lagerfeld. Tu manges des trucs de ouf, tu es avec des gens de ouf, tu te tapes des bars. Et vraiment. Je reçois signé un mot d'absence par ailleurs. Dans mon carnet, justement, parce que j'avais loupé un DST, que j'ai rattrapé l'après-midi. Et j'arrive, je me souviens, je suis dans une salle tout seul à faire un DST de une baignoire fuit à hauteur de. Et j'étais là en mode oh là là, mais c'est trop bizarre, tu vois. Donc c'était très bizarre, mais j'ai pas trop vécu cette année, voilà. Ouais. Et après, il y a eu la reconduction l'année suivante, mais pour Quotidien. Cette fois-ci, on changeait, on n'était plus sur Canal, mais sur TMC. Et j'ai suivi l'équipe. Ouais. Et là, j'ai pris mon appart à Paris et ça a été beaucoup plus, voilà. Avec par ailleurs du coup des compétences en marche rapide qu'il a fallu perfectionner, que tu évoques souvent pour aller. J'ai fait des cours quand j'étais plus jeune de marche rapide avec ma mère. Très utile du coup pour. De ouf pour les correspondances de métro, mais encore aujourd'hui. Hein, quand je sais que l'appli de métro elle me dit genre tu mets 17 minutes, je dis en 13 je te le fais. En fait je marche tellement vite entre les correspondances que mais j'ai des mollets de. Très beau. T'arrives à le gérer. Et donc là-dessus, première chronique, quand tu rejoins le petit journal à l'époque, t'as quoi? T'as 14-15 ans? J'ai 17, ouais. Ok, 17 ans, donc t'es quand même bien jeune. Ouais.
Comment est-ce que tu arrives à avoir cette confiance-là, enfin, tu n'es même pas majeur, auprès de, tu vois, un Laurent Bon, qui est donc producteur du Petit Journal et devenu ensuite Quotidien, ou de Christelle Graillot, qui était donc la chasseuse de tête à l'époque, qui t'avait repéré. Comment est-ce que tu as besoin de les convaincre? Ils se disent, bah non, en fait, c'est charmé, quel que soit l'âge, let's go. Comment ça se... Je t'avoue que je me suis jamais posé la question. Je me souviens très bien de ne jamais avoir réussi à trouver ma place la première année. Parce que c'était très bizarre d'être dans l'entre-deux, en fait. J'étais ni vraiment tout le temps avec l'équipe, ni tout le temps au lycée. J'étais vraiment dans un entre-deux, donc j'avais l'impression d'appartenir à aucun des deux mondes. C'était très particulier. Et en fait, je me souviens très bien d'un truc, c'est que à chaque fois qu'ils plaçaient le micro, en fait, normalement, t'as été dans la loge et t'avais les gens qui installaient le micro qui venaient. Et moi, à chaque fois, je venais à eux. Et à chaque fois, le gars du micro, il me disait, non, mais c'est moi qui viens à toi. Et je disais, ah, ok, pardon. Et j'ai jamais réussi pendant une année entière à me dire, je suis chroniqueur, c'est normal, je vais m'asseoir, il va venir m'installer le micro. Non, jamais. Je venais toujours comme un stagiaire, genre, tu me dis quand tu veux mettre le micro. Et, et je crois que ça symbolise assez ce truc de, je comprenais pas en fait ce qui se passait. Et du coup, il n'y avait pas de question sur est-ce que j'ai confiance, pas confiance. Il y a eu des trucs très durs, parce que la télé, c'est très dur quand tu es jeune. Tu te fais tacler, d'un seul coup, les gens t'arrêtent énormément dans la rue. Et c'est très bizarre à vivre, parce que toi, tu te connais pas. À 17 piges, aujourd'hui j'ai 23, je me connais pas non plus, mais à 17 piges, tu te connais vraiment pas. Et c'est très dur de faire croire que tu sais qui tu es à la télé, alors que tu sais pas qui tu es dans la vie. Donc c'était dur pour ça. C'était dur parce qu'il y avait des chroniques moins bonnes, et que c'est très bizarre d'un seul coup de devoir assumer quelque chose que tu trouves pas bon, et de pas comprendre, d'avoir une boule d'émotion dans le ventre. Et il y a eu des trucs super. Les équipes, c'était super, c'était trop cool de travailler avec eux. J'ai appris tellement de choses. Je travaillais avec Freddy d'ailleurs à la télévision, et Aurélien Prévost après, avec qui on a eu la chance d'écrire sur la saison 2. Et c'était trop marrant, tu vois. C'était vraiment... Et puis après, à un moment, j'ai senti qu'il fallait que j'arrête. Parce que je voulais faire de la scène, et j'ai commencé à faire de plus en plus de scènes, et c'était inconciliable avec la télé. C'est forcément ce dont je voulais te parler maintenant, c'est que clairement, le Petit Journal t'a fait connaître auprès du très grand public, et il y a eu une vraie lumière sur ce que tu faisais. Et pourtant, il y a eu ce choix de se dire, bah, en fait, non, je me barre, je quitte Quotidien, et donc je vais faire autre chose. Et ce choix-là, c'est forcément un choix qui est difficile, parce que tu passes d'un truc où globalement, même si il y a plein d'enjeux et plein de difficultés qu'on connaît avec la télé, avec tout ce que ça amène et ce que tu viens de dire, il y a aussi une forme de, je dirais pas de confort, parce que chaque année ça peut bouger la télé, mais quand même une visibilité, t'es bien payé, machin, que tu quittes pour aller dans peut-être un taf artistique qui de base, ça peut être souvent précaire, hein, et le milieu du stand-up, ça allait énormément quand même. C'est bizarre. Comment se prend cette décision à ce moment-là? C'est genre un autre point de bascule qui me semble assez essentiel pour... en fait, elle s'est pas vraiment prise. Elle s'est fait un peu d'instinct, en fait. J'ai tenté... En fait, pour la 3e saison, on voulait faire autre chose, avec Freddy, etc. Avec toute l'équipe, avec tous les réalisateurs et les gens avec qui on travaillait. Et en fait, je sais pas pourquoi, en travaillant sur les trucs pour la nouvelle saison, je pensais qu'à la scène, en fait. J'étais à Montréal, je me souviens très bien, parce que Montréal est vraiment un vivier pour le stand-up, c'est vraiment magnifique. Et je commençais à écrire des trucs pour la scène. Et en fait, je voulais vraiment plus travailler la scène. Et à un moment, je me suis rendu compte, en discutant avec beaucoup d'humoristes que j'estime, ils m'ont tous dit, en fait, si tu veux faire un spectacle, il faut que tu joues tous les soirs sur scène. Et à un moment, je me suis dit, ouais, mais tous les soirs, je suis soit en tournage, soit en montage, soit en plateau de télé. Et à un moment, je me suis dit, je sais pas comment te dire, ça n'a pas été une prise de décision. Bah déjà, ce qui était très bizarre, c'est que tout le monde autour de moi me dit, mais reste à la télé, c'est complètement con. T'es connu, et il y a tout le monde qui... Je sais pas, tu dis tout le monde qui veut traîner avec Watt, tu gagnes je sais pas combien de sous et tout. Et moi je me disais, mais c'est pas ça le bon. Tu vois, je sais pas, c'est débile, mais je me disais, mais je suis pas heureux en fait, je sais pas comment te dire. Du coup, j'arrivais pas à comprendre ces arguments de. C'est comme les gens pour moi qui disent, mais lui il est millionnaire, il a la tête d'une boîte, évidemment qu'il est heureux. Non, c'est vrai. Enfin, je comprends pas cet argument, tu vois. Et du coup, juste la décision, elle s'est faite parce que je me disais, mais je suis pas à ma place. Et du coup, à un moment, ça a été vraiment une espèce d'appel d'air. On a fait une réunion avec Laurent, du coup, qui est le producteur. Et je lui ai dit, mais je crois qu'en fait, il m'a dit, bah, tente, tu vois, c'est pas grave. Et ce qui est marrant, et ça s'est fait vraiment assez naturellement. On est parti en très bon terme. D'ailleurs, ils m'ont réinvité pour la promo du spectacle et tout. Et je regrette à 0%, à aucun moment. Mais du coup, c'est vrai que selon les personnes, tu pourras avoir différentes façons de vivre les choses, parce que ce truc-là, ce sentiment de « Ah, putain, en fait, est-ce que j'aimerais pas plutôt faire ça ?» Je sais que plein de gens se poseraient la question et se diraient « Mais est-ce que juste je me fais un film dans ma tête et en vrai non, il faut que je reste là et genre faut que j'arrête avec cette connerie ou limite j'irai voir ça après, ou est-ce qu'il faut que je sente ce truc-là et que je le suive instinctivement comme tu dis? C'est une forme de... Ouais, ça peut faire peur quoi. Je pense qu'il y a plein de gens, parce que là on parle du cas télé pour aller dans du stand-up, mais je pense que tu vas avoir plein d'exemples. Tu as des gens qui ont un taf, par exemple des gens qui ont un taf classique et qui veulent faire autre chose, y compris, tu vois, moi je vois même dans ma famille ou quoi, des gens qui ont leur taf depuis des dizaines d'années, ils sont en mode genre
ah, est-ce que je quitte mon truc stable pour tenter un truc ou est-ce que ah non, en fait, c'est une folie et il faudrait que je reste sur mon truc, quoi. Mais parce que j'ai un peu l'impression que l'erreur, c'est de se dire, il faut que je trouve ce que je veux faire. Moi, j'ai vraiment l'impression que le plus marrant, et c'est comme ça que ça fonctionne la plupart du temps, c'est faut mieux que tu trouves le plus vite possible ce que tu veux pas faire. Moi, par exemple, je suis trop content d'avoir tenté de faire des petites interviews quand j'étais plus jeune parce que si je l'avais pas fait, je pense qu'après le bac, j'aurais fait une école de journalisme et je me serais peut-être rendu compte à 25 ans que je voulais pas faire de journalisme. Et je crois que c'est plus simple du coup de se dire, il faut le plus vite possible que je me rende compte de ce que je veux pas faire et du coup de tenter des choses. Et à un moment, je me souviens très bien, je me suis dit, je sens que la télé, c'est pas un truc que je veux faire longtemps, je peux le faire plus longtemps, mais il faut que j'essaie la scène parce que si je veux pas faire de scène, plus je le découvrirai tard, plus ce sera compliqué. Et du coup, je me suis lancé dans la scène et je sais que c'est vraiment ce que je veux faire. Mieux. Et parce que j'ai pu tester d'autres trucs avant, et c'est une chance de voir ce que je voulais pas le faire. Mais je t'avoue que j'ai quand même douté. J'ai pas vraiment douté quand j'ai pris la décision. J'ai douté beaucoup en amont de la décision. Ça faisait 6 mois que je me disais déjà, est-ce que voilà. Et beaucoup d'amis m'ont aidé. M'ont dit on sera là si jamais tu pars de la télé. Parce que évidemment, ce qui fait peur quand tu as beaucoup de privilèges, comme quand tu es à la télé, c'est que tu es dans ton bon petit siège et d'un seul coup, les gens viennent à toi pour te poser ton micro. Et à la fin du mois, tu as une bonne fiche de paie. Et du coup, c'est très flippant de se dire je ne vais plus avoir tout ça. Et c'est tellement agréable d'avoir des amis qui te disent nous, on sera là en fait, t'inquiète pas. Mais je t'avoue qu'après, quand je quitte ça et que d'un seul coup, les gens te reconnaissent moins dans la rue, que ta fiche de paie n'est pas pareille, et que tu vas à 23h30 dans un comedy club, dans une cave, face à 15 personnes pour tester des blagues et que tu te prends un bide, le trajet quand tu rentres à pied chez toi le soir, il est compliqué, tu vois. Et ça, tu en as pas mal parlé. C'est les débuts dans le stand-up en général, de ce que je vois d'un regard très extérieur et juste via 2-3 connaissances, c'est que c'est un milieu qui est dur, ou un peu comme je sais pas, le skate dans le sport, tu dois tu dois te foirer plusieurs fois forcément avant de commencer à avoir quelque chose. Et de ce que je comprends aussi, c'est pas une douleur physique au sens tu chutes comme au skate, mais c'est une douleur quand même en termes de morale et en termes d'ego, où tu prends un coup à te prendre des silences ou des blancs. Et ça, je crois que c'est à la Cigale notamment, où tu as un moment où tu as en 2016 des longues périodes de 6-7 minutes de silence quand tu passes. Et ce que tu ressens à ce moment-là, c'est quoi? C'est dur parce que tu racontes que tu as pleuré pendant longtemps à ce moment-là en sortant de ce truc-là. Là, ça a été vraiment complexe. Mais c'était un plateau à la Cigale, donc c'est quand même une salle de 1000 places à Paris. Et j'y vais, et je bide, quoi, je me foire, mais je me plante sa grand-mère. Et je sais pas comment expliquer un bide, parce que souvent on nous demande, les gens ils nous disent, même dans la rue, les gens ils disent ça fait quoi de bider et tout. Mais c'est vraiment. C'est grave inquiétant, ces gens te posent que cette question, c'est juste mec. Non, mais les gens souvent ils sont curieux, tu sais, tu fais un dîner, les gens comprennent que tu fais ce métier, ils veulent trop te demander, c'est marrant. Mais c'est comme, je pense, si tu connaissais quelqu'un qui s'est pris un coup de couteau, t'as envie de savoir, tu sais, ça fait quoi de se prendre un coup de couteau. Ben en fait, c'est une espèce de sensation de remise en question létale quasiment. C'est une petite mort très particulière, parce que t'as vraiment l'impression que tout ce que tu as appris et accumulé en termes de savoir et de confiance en toi depuis longtemps s'évapore d'un seul coup. Mais c'est un peu l'équivalent, tu vois, quand tu as un dîner et que tu racontes une anecdote à quelqu'un et que tu vois que la personne ne t'écoute pas. Tu vois juste ses yeux partir un peu dans le vide. C'est ça avec 1000 personnes. Tu vois qu'il baille. Tu vois vraiment qu'il te regarde, mais tu n'es pas là en fait. Il ne regarde pas toi, il pense à putain, demain, est-ce que je fais gratin ou est-ce que je fais lentilles? Et c'est tellement douloureux, et tu sors de là, et en fait, c'est des métiers où il faut vraiment avoir confiance. En vrai de vrai, aujourd'hui, bon, ça fait 7 ans que je fais du stand-up, et du coup, tu bides plus au bout d'un moment parce que tu comprends des ficelles et des trucs. Mais en fait, c'est un truc de confiance. Et justement, le bide, tu bides plus à partir du moment où tu te dis que tu ne bideras pas. Mais c'est super dur de se dire, je vais faire ça et ça va fonctionner. C'est très bizarre de monter sur scène, là, à Bobino, devant 1000 personnes, et de se dire, il y a 1000 personnes qui ont payé un billet et qui vont venir m'écouter pendant 1 heure. C'est trop bizarre. En vrai, ce métier n'a aucun sens, tu vois. Et je t'avoue que c'est violent, mais c'était la période en plus où je me disais, je suis passé de 1 million de personnes, de spectateurs à la télé, à 15 personnes on dirait Benjamin Button de la carrière, tu vois. Et en plus, tu te prends des bides et tu te dis vraiment, mais est-ce que je suis pas en train de tout... C'est très dur, mais tu t'en relèves en fait. Et surtout, c'est particulier, on en parlait juste avant de commencer l'interview, mais tu es obligé, donc évidemment, de t'entraîner, mais comme plein de choses, mais tu t'entraînes devant des gens, parce que sinon, en fait, l'entraînement, il est beaucoup plus difficile. Personne ne peut faire de stand-up dans sa salle de bain, tu es obligé de le faire avec des gens.
Ce qui t'oblige à... Parce que pourquoi? Parce qu'il te faut le retour des gens, il faut que tu vois comment ça répond. En fait, c'est une espèce de dialogue, le stand-up. C'est genre, moi je parle, vous rigolez, mais c'est un dialogue, c'est un rythme. Et du coup, si tu t'entraînes solo, tu n'as pas ce rythme. Donc, même si tu t'entraînes et que c'est très marrant tout seul dans ta douche, quand tu le feras devant des gens, tu n'auras pas le bon rythme. Donc, le rythme, il a trouvé avec les gens. C'est vraiment un travail et c'est à ça que servent les comédie clubs comme le Sarfati, comme le Barbès, comme le Paname. C'est des espèces de salles du temps. En fait, tu viens t'entraîner pour gagner des skills qui vont te permettre sur scène après d'être plus fort et d'être en capacité de tenir peu importe ce qui se passe. Et toi, sur les sujets que tu abordes, c'est rarement des sujets d'actualité. Là, il y a eu un petit truc que j'ai vu passer notamment sur Instagram où il y avait un écho à la présidentielle. Mais l'essentiel de ton spectacle, c'est un spectacle qui parle de fait de toi, de ton parcours à tout point de vue. Comment est-ce que tu trouves un équilibre aussi? Comment est-ce que tu fais rire? Enfin, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais entre parler de toi, en même temps faire écho aux gens, comment est-ce que tu trouves le bon équilibre? Parce que toi, c'est quand même très intime ce que tu racontes, et en même temps, il faut que ça parle à tout le monde. Comment tu construis ça dans un spectacle? En fait, je crois qu'un des trucs que je trouve vraiment beau dans le stand-up, c'est qu'il y a une règle un peu particulière, mais c'est que plus tu es personnel, plus tu deviens universel. Plus je vais te raconter mon histoire, plus elle fera écho à la tienne. Et d'ailleurs, je trouve que le stand-up, il y a un énorme point commun avec le cinéma. C'est que quand tu vas au cinéma, moi, ça ne m'intéresse pas un film qui va être un peu généraliste. J'ai envie de voir l'histoire de quelqu'un, j'ai envie de comprendre. Je peux voir un film sur une fille norvégienne de 12 ans. Je ne suis pas une fille, je ne suis pas norvégien et je n'ai pas 12 ans, mais je peux être à fond dans son histoire et avoir les larmes aux yeux. Parce que plus c'est personnel, plus ça devient universel. Et en fait, une des beautés du stand-up, c'est que j'ai une idée dans ma tête et c'est forcément marrant. C'est ça qui est bizarre, c'est que tout le monde est marrant. Mais tout le monde est marrant pour soi. Ce qui est dur, c'est de te faire comprendre pourquoi c'est marrant. Et du coup, l'idée, ça va être de raccourcir, et c'est à ça que servent les comédie clubs, le trajet entre l'idée dans ma tête et comment elle va être perçue dans la tienne. Et plus j'arrive à raccourcir ce trajet, plus mon cerveau va être dans le tien. Et en fait, c'est pour ça que les grands stand-uppers ou les grandes stand-uppeuses, quand tu es sur scène et qu'ils te racontent un truc, à chaque fois, tu te dis « Putain, je me suis déjà dit ça ». Ou « Putain, c'est tellement moi ». Non, c'est pas toi. Tu connais pas la personne, elle te connaît pas. Non, t'as jamais eu cette idée. Mais t'es tellement dans sa tête que tu te le dis. Et ça, c'est un truc qui est tellement beau à essayer de rechercher, en fait. Et c'est cette capacité. Tu vois, il y a Depardieu, on en parlait, qui dit chaque homme ou chaque femme est un monde et chaque monde est composé de lumière et d'ombre. Et c'est de trouver l'équilibre entre les deux qui fait que tu deviens une personne. Et le stand-up, c'est un endroit où tu peux parler de tes ombres. Tu peux parler des trucs dont on va pas parler dans la vie en buvant une bière en terrasse. Mais je vais t'en parler sur scène de manière très intime et ça va faire écho à ton ombre. Et moi, c'est ce que j'aime dans le spectacle, en tout cas. C'est ça. Je vais te raconter des trucs chelous, tu vas te reconnaître dedans. Et ce qui est fort aussi, c'est que là, tu vois, dans la description que tu viens de faire, quasiment l'intégralité du propos, il tient pas tant sur le fait de faire rire que sur le fait de se reconnaître. Et c'est aussi, du coup, une autre question que moi, je me pose en discutant là, c'est que pour toi, là, dans ce que tu fais, dans ton taf au quotidien, dans le spectacle, là, typiquement, que tu joues en ce moment, est-ce que c'est pas aussi l'objectif de se dire, certes, forcément, on va rigoler. Enfin, moi, encore une fois, je l'ai vu, j'ai adoré, j'ai énormément ri tout le long. Mais non, mais tu vois, forcément, ça vient là. Mais il y a en même temps des choses où tu rigoles, et en même temps, tu réfléchis aussi. Et c'est un truc pour toi qui est assez important j'allais dire, faire passer des messages. C'est un peu bateau dit comme ça, mais aussi d'avoir des. Je sais pas, en fait, j'aime l'idée de faire écho, en fait. Et je trouve que. Tu vois, moi, il y a des stand-uppers ou des stand-uppeuses qui me touchent profondément, comme Sarah Silverman, comme Louis C.K. C'est des gens où parfois dans la vie, quand même ça va mal ou quand j'ai des problèmes, je repense à des choses que j'ai entendues dans leur spectacle. Et je dis pas, c'est pas du tout ce que je dis que je suis à leur niveau. Ce que je dis juste, c'est que ce que je retiens le plus d'un spectacle, souvent, c'est pas les blagues. C'est quelle couleur, quelle émotion j'ai ressentie, quelle chose j'ai frôlé, quel nouveau chemin de pensée t'as créé dans ma tête. Tu vois, il y a des blagues ou des chemins de pensée que des stand-uppers ou des stand-uppeuses ont fait, que j'ai vus, qui encore aujourd'hui m'aident quand je suis dans des moments Il n'y a pas longtemps, je suis allé voir Dave Chappelle et il dit un truc sur scène et je te jure qu'encore aujourd'hui, ça m'aide dans la vie. Genre, mais c'était il y a un an et demi. Encore aujourd'hui, mais au moins une fois tous les 3 jours, je pense à ce truc. Et ça, je trouve ça magnifique quand tu peux repartir avec un bout d'une œuvre, quand tu peux repartir avec un bout et que ça fait écho à l'intérieur de toi pendant longtemps. C'était sur c'était quoi le truc en fait, il expliquait comment faire durer un long mariage et comment résister au doute dans la vie. Et il disait parce que vous voyez la vie de manière linéaire, alors que la vie, tout se passe en même temps, en fait. Et quand j'étais plus jeune, quand je stressais pour un truc, et je me le dis encore aujourd'hui, j'essaie de dézoomer sur ma vie en total. Et je me dis, quand j'aurai 60 ans, je rigolerai du fait que j'ai stressé de ce truc. Et ça me déstresse instantanément. Là, avant de monter sur scène à Bobino,
pour la première, c'est 1000 personnes, tu vois. J'étais stressé et je me suis dit, dans 6 mois, tu vas monter à l'Olympia. Ouais. Tu trouveras tellement marrant d'avoir rigolé, d'avoir été stressé de monter à Bobino, tu vois. Et du coup, ça m'a déstressé parce que je me suis dit, si tu dézoomes sur ta vie, en fait, c'est vrai que... Et du coup, j'avais ce chemin de pensée avant. Et là, Dave Chappelle, dans son spectacle, il expliquait que parfois, quand tu doutes, et lui, il parlait de son mariage, il dit, il faut que tu fasses confiance à la personne que tu étais il y a 20 ans quand tu as pris cette décision. Et dis-moi, il y a 20 ans, j'ai jamais été aussi sûr que je voulais passer ma vie avec cette femme. Et parfois, aujourd'hui, je doute, comme dans tout mariage. Et ben, je fais confiance au moi d'il y a 20 ans. Et il a fait tout un truc magnifique et touchant là-dessus. Et je te jure qu'aujourd'hui, quand il y a des doutes sur des trucs, je me dis, mais il y a 3 semaines, j'en étais sûr. Fais confiance à cette personne. Et si quand tu te le dis, je me dis, ça sonne faux, c'est qu'il faut que je le fasse pas. Mais sinon, parfois, tu as des doutes et c'est normal. C'est normal. Oui, c'est normal. Jusqu'ici, c'est une bonne interview, mec, t'as tout... ouais, j'ai tout foiré, putain, merde. Et non, et tu te dis juste, bah putain, j'en étais sûr il y a 3 semaines, pourquoi ça change aujourd'hui, en fait. Et j'aime cette idée-là de jouer avec le temps, en fait, de réussir à jouer avec le temps à l'intérieur de soi, je trouve ça marrant. Trop bien. Et encore une fois, c'est vrai que je leur dis, mais très très fort dans ton spectacle en ce moment. Je trouve à quel point justement tu ressors du truc et ça illustre tout ce qu'on dit là, à la fois en ayant énormément rigolé, mais aussi en ayant fait écho à plein de sujets qui sont super intéressants et qui peuvent parler à plein de gens. Donc vraiment, merci, bravo pour ça. Et je me permets du coup de le dire. Là, dans les prochaines dates qui arrivent, donc on a dit il y a l'Olympia, mais ça c'est à Paris, c'est en novembre. Il y a Bobino, ça c'est toujours à Paris. C'est en juin. En juin. Il y a 3 dates, 4 dates. Il y en a 5. 5 dates, incroyable. Est-ce qu'il y a d'autres dates là, que tu veux citer? On mettra aussi des liens de toute façon pour. Non, il y a la tournée. Là, c'est beaucoup de tournées. Là, on a annoncé des grosses dates partout en tournée. On va en refaire à Lyon, Marseille, Lille, Nantes, Bordeaux, Nancy, Genève. On fait tout ce qu'on... Partout où on peut jouer, on va jouer, c'est charmé. Trop bien. Du coup, n'hésitez pas à voir tout ça. On mettra tous les liens en description pour découvrir tout ça. Merci beaucoup. Merci. On a pu parler pendant grave longtemps. C'était super intéressant, franchement. Trop cool. Bah non, trop cool. Pouvoir échanger. Merci beaucoup. C'est l'affiche. Ça, c'est l'affiche du moment ou c'est l'ancienne, celle-là? Je sais même plus. Il y a eu avec le Covid, il faut le dire quand même cette affiche, j'ai beaucoup vu dans le métro ces 3 dernières années. En fait, alors figure-toi que j'ai une malédiction avec les affiches et les gens me poussent à ne plus en faire aujourd'hui. Il y a même une micro-pétition de genre fais plus d'affiches, mon gars. Parce que première affiche que j'ai fait, c'était dans le métro et elle a été affichée le premier jour de la grande grève nationale des métros, de la RATP et tout. Donc personne n'a vu cette affiche. Après, je me suis dit, bon, plus de métro, je vais le faire dans la rue. On a fait des colonnes Maurice. Elles ont été affichées le premier jour du confinement. Et après, à la sortie du confinement, on a fait des quais de métro, donc des immenses trucs de métro, avec écrit telle date à 20h. Et le jour où ça a été annoncé, ils ont annoncé le couvre-feu. Donc on a dû décaler toutes les dates, c'était catastrophique. Donc maintenant, je fais plus d'affiches. Et je me dis, vas-y, on va faire la promo autrement. Et voilà. Écoute, merci encore d'avoir été présent. C'est grave cool de pouvoir échanger.